toutes et à tous. Après notre très belle soirée d'hier, pleine d'énergie, pleine d'amusement, pleine d'envie de faire la fête ensemble, on a vu dans ce premier panel comment le printemps arabe va prendre le relève avec des femmes exceptionnelles qui vont probablement être capables de prendre en main les destinées de leur pays, que ce soit en Tunisie, que ce soit en Algérie. Elles sont là à la relève. Et il y a là les jeunes. Elles sont justement la voix des générations qui vont porter les choses. Et là maintenant, on va passer à un panel qui est essentiel. Donc je suis très heureuse de le modérer parce que je crois qu'en fait c'est peut-être l'enjeu majeur de cette Méditerranée, qui est bien entendu, on l'a dit bien hier, est le berceau de notre civilisation, mais aussi un concentré de problèmes liés notamment au changement climatique. C'est ici en Méditerranée, qui n'est que 1% de la surface des eaux mondiales, qu'on concentre plus de 20% de la pollution, plus que dans tous les autres océans. C'est ici qu'il y a un problème majeur, qui est celui du plastique, 7% de plus que dans tous les autres mers et autres. Sans parler, bien entendu, de comment on a utilisé, à tort, à travers, permettez-moi de le dire, les ressources. Donc l'enjeu climatique est essentiel et cette Méditerranée, qui comme on a dit et redit, a été à l'origine de tout ce qu'on a inventé, créé, pensé, peut être aussi un endroit où on va penser comment prendre en main le combat contre le changement climatique. Et bien sûr, on ne peut pas le faire les hommes tout seuls. Vous savez, quand un général veut gagner une guerre, il prend les meilleurs, il prend tous les talents. On ne peut pas laisser une moitié de la planète à côté quand on s'attaque au changement climatique. D'autant plus que vous connaissez les conséquences qui sont plus fortes que partout dans le monde, ici en Méditerranée. On a connu encore la semaine dernière des orages avec une grêle sans précédent. L'Italie est déjà au mois de juin, juillet, en pleine siccité. Tornades, manque d'eau, incendie, enfin, tout ce qui relève de ces changements climatiques concentrés de la Méditerranée. Donc, que faire? On est là dans ces panels pour voir avec des personnes qui font au quotidien, comment voir comment les femmes peuvent porter leur contribution, leur valeur ajoutée, pas du tout en opposition avec les hommes, mais avec leur pragmatisme, qui est le thème de ce panel, le pragmatisme pour une transition écologique réussie. Donc, je vais d'abord, mais pour tourner, honneur aux hommes aujourd'hui, vous l'avez bien entendu, c'est le leitmotiv de la journée. Jean-Christophe Tortora nous l'a dit d'emblée ce matin, la présidente de la région nous rappelait, donc honneur aux hommes, donc je suis très heureuse d'avoir l'homme de la situation avec moi, d'autant plus que Bruno Cavagnier, qui est le président de la Fédération de travaux publics, a décidé de prendre vraiment les choses en main et a souhaité féminiser les instances dirigeantes de la Fédération de travaux publics et aussi toutes les filières. Et donc, moi, je voudrais vraiment qu'ils nous disent déjà ce qui a été voté la semaine dernière par votre bureau de la Fédération des travaux publics, qu'est-ce qui concrètement a été proposé, qu'est-ce que concrètement vous allez mettre en œuvre. Et je dirais aussi peut-être, Bruno, vous personnellement, quelles sont vos mesures préférées et sur lesquelles vous allez vous impliquer plus personnellement? Parce qu'il y a une grande ambition derrière, et je crois que c'est important que vous partagiez, parce que ça peut donner des idées à d'autres pour suivre l'exemple, et pour dans des métiers dits d'hommes, faire en sorte qu'il y ait plus de femmes qui soient là pour décider et pour mettre en œuvre les décisions. The floor is yours, cher Bruno. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, je disais, je suis très impressionné devant ce parterre de femmes. C'est vrai que j'ai plus l'habitude d'avoir beaucoup d'hommes, et notamment dans les travaux publics. Et c'est assez... je souriais parce qu'on parle de transition écologique et de femmes, et on commence par un homme. Donc c'est plutôt marrant. Alors effectivement, ça peut vous étonner que les travaux publics, on parle de femmes et de travaux publics, parce que j'imagine que dans votre esprit collectif, les travaux publics, c'est pas vraiment féminin, et vous avez raison, puisque sur 350 000 salariés, on a à peu près 10% de femmes. Et donc, depuis des années, on essaie de faire venir plus de femmes dans nos métiers. Nous avons fait des campagnes d'attractivité. Manifestement, ça ne marche pas très bien, puisqu'on a toujours à peu près le même niveau de femmes. Puis vous savez, en tous les cas pour les Français, il y a une loi qui vient d'être adoptée, qui est la loi Rixain, qui oblige les entreprises de plus de 1000 salariés dans les années à venir à avoir 40% dans leurs instances dirigeantes. Et
finalement, je me suis dit, c'est peut-être l'occasion pour nous d'essayer d'amener toute la fédération, pas seulement juste les entreprises de 1000 salariés, à réfléchir, à voir comment on peut faire pour faire venir des femmes. Parce que quand on en parle, c'est un peu comme la transition écologique tout à l'heure dont on parlera, tout le monde est d'accord. On dit c'est formidable, il faut le faire. Après, pour le faire, on voit que c'est difficile, que les gens ne sont pas motivés. Donc on a fait une étude, on a interrogé des centaines de femmes pour comprendre d'abord pourquoi elles ne venaient pas dans nos métiers, et celles qui venaient, et notamment de l'encadrement, des ingénieurs, pourquoi elles partaient. Et on s'est aperçu que à 29, 30 ans, à 34, 35 ans, il y avait deux cas. Alors vous allez me dire, oui, elles ont des enfants, et c'est vrai. C'est pas le problème, ça, d'avoir des enfants. C'est pourquoi, après, ne restent-elles pas? Pourquoi elles ne reviennent pas? Et là, on s'est dit, on a vraiment un problème. Surtout que, pour vous donner juste un chiffre, on a à peu près 40 000 ingénieurs qui sortent par an, il y en a 10% qui viennent dans les travaux publics. Pourquoi on n'arrive pas à en avoir davantage? Alors bien sûr, il y a l'attractivité, ce que je vous disais en démarrant, ce que vous pouvez imaginer de nos métiers, mais ça va plus loin que ça. C'est-à-dire que, finalement, quand on interroge des femmes, elles disent ben oui, on a eu des enfants, après on s'est pas senti finalement très écouté, on n'a pas eu les moyens nécessaires pour rester. Et donc on a essayé de faire, pour répondre à votre question, des choses très pratico-pratiques. D'abord j'ai dit à mon bureau, à mon conseil d'administration, est-ce qu'on est tous d'accord sur le constat? Alors là tout le monde est d'accord, ça c'est pas difficile. Donc, puisqu'on est tous d'accord, on va tous se prendre par la main. Vous parliez de mentoring tout à l'heure. On va mentorer ces femmes, ces étudiantes qui sont dans les écoles d'ingénieurs pour leur dire, écoutez, on va vous suivre, on va vous aider. Ensuite, quand vous allez être dans les entreprises, on va vous suivre, on va vous aider pour comprendre qu'est-ce qui fait et vous donner envie de rester dans l'entreprise et non pas de partir. Une des problématiques, et on le voit très, très facilement, c'est les enfants, et les enfants quand ils sont petits, et notamment le problème de crèche. C'est très pratique, ça. On nous dit, mais on a des horaires décalés, on a des problèmes de crèche. J'ai dit, ok. On a dans la profession un organisme qui s'appelle ProBTP, qui s'occupe de santé, notamment, de social, qui fait des camps de vacances l'été. J'ai lui dit, ok, mais on va changer. On va faire aussi des crèches. On va faire des crèches, quitte à ce que les crèches deviennent interentreprises, mais on va prendre le leadership là-dessus. Moi, je veux que... Je veux que, et je souhaite que ce soit pas une problématique. Donc, on est en train de lancer ça. Mais on ne peut pas s'arrêter juste aux femmes. C'est-à-dire qu'il faut parler de parentalité, d'égalité. Comment faire pour le congé parental? Alors, dès qu'on parle du congé parental, j'étais encore à New York hier. Je dis non, mais vous n'allez pas vous lancer là-dedans quand même. Alors, on a assez de mal à trouver des gens. Si les hommes prennent des congés, ben si, la société change. La société change. Où on essaie d'évoluer avec la société, où on essaie de se transformer, où on essaie de suivre. Et on aura des gens qui vont venir, des hommes, des femmes qui vont venir, où on ne le fait pas, et on regardera travailler les autres. C'est ça qu'on essaie de faire. Donc du mentoring, des crèches, le congé parental, et on va suivre tout ça. On met un groupe de travail, hommes, femmes, ce qu'on fait aussi sur la transition écologique, pour suivre, parce que vous pouvez vous dire, il est sympa, il nous raconte des trucs, mais on va voir si ça marche. Et c'est bien parce qu'on a vu que ça marchait pas dans les années passées, qu'on veut suivre pour savoir comment ça va marcher. Et une fois qu'on aura fait ça, on fera de la communication, on va faire une grande campagne de communication. Parce que ça aussi, tout le monde est d'accord de faire de la com, et d'ailleurs on m'avait dit, on pourrait peut-être commencer par faire de la com. C'est sûr que ça, au moins, c'est pas très compliqué, ça n'embête personne. Je pense que pour faire ça, il faut de l'énergie, de la volonté, porter ce projet. En tous les cas, on s'est aperçu que depuis 15 ans, depuis 20 ans, tout ce qu'on fait ne marche pas parce que tout le monde s'y met pas. Et puis si on veut être très cynique, ce que je dis à tous les hommes que je bureau, c'est on se prive de la moitié de la population. On manque de main-d'œuvre, on manque de compétences, on manque d'intelligence collective, mais on l'a là. Donc prenons toute cette intelligence collective. Et un dernier point, parce que ce qu'on fait également,
c'est qu'on va aller, on a embauché des gens pour aller dans les lycées, dans les collèges, pour donner envie à des jeunes, pas que femmes d'ailleurs, à des jeunes, de venir dans nos métiers. Vous savez, il y a 3-4 ans, on a fait une campagne qui s'appelait Franchement Respect, et j'ai fait faire un clip à base de rap. Alors autant vous dire que quand j'ai présenté un clip à base de rap à mon conseil d'administration, où je n'ai pas que des jeunes, on m'a regardé, on me disait mais qu'est-ce que c'est? Alors j'ai quand même expliqué que notre cible c'était des jeunes de 13 ans, de 14 ans, c'était leur donner envie d'ouvrir la porte des travaux publics, de regarder ce que nous étions, et le rap, c'était peut-être un moyen aussi de leur parler. En tous les cas, moi ce qui m'intéresse, c'est de parler aux gens, et de ne pas laisser les gens sur le bord de la route, d'amener tout le monde. Donc j'espère que je vais réussir à amener nos 8000 entreprises, nos 350 000 salariés dans cette aventure. Vous voyez combien c'est important d'avoir des hommes qui sont des vrais champions et qui prennent sur eux-mêmes. Je veux dire que quand un président de la Fédération de travaux publics décide de faire ça, il va être suivi. Donc, ça va pas être que de la com. Donc, bravo. Parce que vous savez, le problème est quand même que justement, puisqu'il manque de femmes dans les niveaux de leadership, à tout niveau, y compris dans tout ce qui est le métier d'ingénieur des changements climatiques et autres, c'est que les femmes sont les premières victimes. Vous savez, vous connaissez les chiffres de l'OCDE. Les femmes meurent 14 fois plus que les hommes du changement climatique. Et donc, moi, je me tourne vers Anna Donagrikia parce que l'ONU fait énormément. Pardon, Anna est là. parce que l'ONU fait énormément, est conscient de ce problème. 80% des réfugiés climatiques sont des femmes dans le monde entier. Et donc, qui mieux qu'Anna Donagrikia, qui est, alors je vais lire son titre parce qu'il est vraiment extrêmement compliqué, mais elle est donc la manager des programmes Gender Equality à l'Union pour la Méditerranée. Et donc, on a entendu combien l'Union pour la Méditerranée est active, qui est partenaire de ce forum d'ailleurs, combien l'Union Méditerranée est active dans la lutte contre le changement climatique. Vous vous souvenez combien Nasser Kamel lui-même était très actif au moment des accords de Paris et que donc, bien entendu, vous êtes très impliqué dans la COP27. Mais là, je voudrais vous demander, Anna, vous qui donc dirigez toute la partie projet concret, initiative sur le terrain, pour la promotion des femmes, qu'est-ce que vous faites exactement et comment, voilà, qu'est-ce que vous pensez être vraiment efficace pour avoir des initiatives qui permettent aux femmes d'être là où elles peuvent contribuer efficacement à ces changements climatiques? Merci beaucoup. Merci à tous d'être ici. Merci à Chiara de m'avoir invité surtout. Qu'est-ce que fait l'Union pour la Méditerranée? L'Union pour la Méditerranée est une organisation intergouvernementale de 42 pays. C'est-à-dire qu'elle offre l'opportunité de créer des plateformes de dialogue politique. Mais comment, à un niveau de dialogue politique, on peut soutenir des initiatives concrètes? Je donne un exemple. Tout à l'heure, parmi les premiers panels, ils ont demandé à l'Union pour la Méditerranée, de s'engager pour avoir une charte qui puisse aider les femmes dans une position de leadership. Et c'est ça qui sera inclus dans une déclaration ministérielle sur les femmes qui sera adoptée le 26 octobre. Mais une fois la déclaration ministérielle adoptée, il faudra un plan d'action pour la mise en place. Et ça veut dire soutenir des initiatives qui vont dans cette direction. Dans les cas concrets du changement climatique et de la transition écologique, dans cette déclaration ministérielle, tous les pays, surtout les pays de la région Méditerranée, ils nous ont demandé de lier les défis de l'égalité entre hommes et femmes aux effets du changement climatique dans différentes dimensions. Première, l'effet que vous mentionnez au niveau des mouvements migratoires liés au changement climatique, et on sait que ce sont les femmes qui payent les prix les plus importants pour plusieurs raisons. Parce que c'est une question d'accès aux ressources naturelles, c'est une question d'accès à l'eau, et comme vous avez dit, la sécheresse en ce moment, c'est quelque chose qui est en train d'avoir un impact très important, mais aussi parce que
quand on parle du changement climatique, on parle de stratégies d'adaptation et de mitigation. Ça veut dire, par exemple, investir dans des processus de développement industriel qui soient compatibles avec la mitigation ou l'adaptation. C'est pour ça, par exemple, que l'Union pour la Méditerranée, avec l'ONUDI, supporte des femmes entrepreneuses en Tunisie qui travaillent dans la filière de produits cosmétiques, mais avec une approche bio, donc pour avoir la certification et la labellisation biologique. Ou l'Union pour la Méditerranée supporte des femmes, des coopératives de femmes, plus de 1000 au Maroc et plus de 1000 en Tunisie, qui travaillent dans tout ce qui est la filière biologique des productions agricoles. Ça aussi, ça contribue à tout ce qui est transition écologique. Le secrétaire général l'a mentionné ce matin, on a mis en place un réseau d'appui aux femmes entrepreneurs dans la région et Myriam, qui est avec nous aujourd'hui, en fait partie. On est privilégié de l'avoir avec nous, qui est un réseau qui travaille sur différentes chaînes de valeur. L'énergie, c'est un de ceux-là. Donc, ce sont des initiatives qu'on essaie de mettre en place au niveau des pays, mais notre objectif principal est qu'elles deviennent de bonnes pratiques pour qu'elles soient réplicables. Parce que c'est vrai que tout le monde a dit qu'on a fait beaucoup de progrès, mais qu'on reste toujours bloqué, qu'on envoie autant de femmes qui sont licenciées en matière technologique, mais après, qui ne sont pas là sur le marché du travail. Où on voit beaucoup de femmes qui sont dans une phase de start-up, de petites et moyennes entreprises, mais après, quand il s'agit de passer d'une phase de start-up à une phase de développement, ils ont beaucoup de problèmes à avoir accès au financement. Ça, pourquoi? La question que je me pose, c'est est-ce que c'est possible que dans certains pays, cette solution ait été trouvée et pas dans d'autres? Donc, il ne faut pas réinventer les choses. Il y a des modèles et il faudrait savoir quelles sont les conditions pour pouvoir les appliquer dans les autres pays. Donc, si l'initiative que le monsieur il venait de mentionner, pourquoi ne pas faire en sorte qu'il soit appliqué dans d'autres pays dans ce cas-là? Ou encore, il y a des pays dans lesquels l'approche a été c'est bien d'avoir la question de l'égalité des hommes et des femmes dans une approche transversale, mais de l'autre côté, pour que les choses changent, il faut des ressources humaines et financières. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir des lignes budgétaires dédiées pour des activités qui puissent, par exemple, aider les femmes qui travaillent dans la transformation écologique. Et tout ça, c'est vraiment un effort qui demande la participation de tout le monde. Donc, les gouvernements, les secteurs privés, mais aussi les organisations de la société civile. Parce que ce sont celles qui travaillent sur le terrain. Donc, à mon avis, pour répondre à la question principale, qu'est-ce que l'Union pour la Méditerranée peut faire ou est en train de faire? D'un côté, on est en train de travailler avec tous les acteurs de la région pour adopter des politiques, mais aussi des financements dans ce sens-là. Juste pour donner un chiffre, les fonds globaux pour l'environnement, les Global Environment Facility, jusqu'à 2019, avaient seulement les 15% des projets qui finançaient avec une dimension genre. Ils ont fait beaucoup d'efforts et maintenant, ils sont arrivés, selon les derniers rapports, à un pourcentage qui dépasse les 50%. Mais ce n'est pas suffisant. Parce qu'après, c'est vrai qu'ils financent des projets avec une dimension genre, mais il n'y a pas un suivi pour savoir effectivement, au-delà du label, qu'est-ce que ces projets ont amené sur le terrain. Donc, il y a vraiment un effort aussi de suivi qu'il faut mettre en place. Et aussi au niveau du leadership. Si vous regardez les photos des gens qui sont présents aux tables des négociations des COP27, on est aux 15% des femmes, quoi. Donc là aussi, c'est pas une question seulement de représentation politique en général, mais si on parle de changement climatique, il faut que les femmes soient là aux tables de négociation et qu'ils soient là dans tous ces qui sont les mécanismes de financement pour le climat. Voilà, je m'arrête là. Merci beaucoup, Anna. Non, il y a tellement...
Il y a tellement de choses essentielles qui ont été dites, et alors il y en a une sur laquelle j'ai répondu tout de suite, c'est qu'effectivement il faut un effort concerté et conjoint du secteur public et privé. Donc les institutions internationales, les gouvernements, mais les privés. Donc je suis très heureuse d'avoir ici une représentante du secteur privé qui fait beaucoup, parce que vous savez bien que sans les finances, on ne peut rien faire. Anna vient de le dire, mais c'est pas une question seulement d'argent, mais c'est comment on utilise cet argent. Comment faire en sorte que I switch to English. I was just saying that what we need is also, of course, Ce que je disais, c'était que les ressources financières sont essentielles et sans lesquelles on ne peut rien faire. Et c'est également comment gérer cet argent pour vraiment réussir à se battre contre le changement climatique. Banca Intesa is the first Italian bank, and she's extremely active in the Mediterranean area and beyond. La première banque italienne qui investit vraiment pour le changement climatique. Then I'm just asking Alice Grittini, donc, je voudrais demander à Alice Grittini, merci de votre présence. Vous êtes donc la responsable du reporting du développement durable et des méthodologies de la division internationale des banques filiales Intesa San Paolo. Et vous êtes pionnier et pionnière sur les actions efficaces du changement climatique. Je souhaiterais que vous nous donniez quelques exemples. En Croatie et en Égypte, quelles sont les stratégies de votre investissement et quels sont vos résultats? Vous avez des casques, si vous voulez suivre, pour ceux qui ne peuvent pas suivre en anglais. For those who don't. Thank you very much. Merci beaucoup. Donc je viens d'Intesa San Paolo. Nous sommes vraiment une banque présente sur ce marché-là de façon internationale. Notre présence est principalement en Europe centrale et au Moyen-Orient et Afrique du Nord. Nous avons plusieurs banques dans le pourtour méditerranéen, en Croatie, à Albanie, en Égypte. Nous travaillons strictement est très important et notre mission, un des éléments clés de notre nouvelle stratégie est vraiment l'engagement à tous les niveaux. Nous avons des engagements de groupe nous avons des missions financières que nous donnons à nos clients. Également, nous avons des subsidiaires internationales qui soutiennent ces initiatives. Je voudrais également souligner que Intesa San Paolo a l'objectif d'être une banque à impact international, 115 milliards d'euros. Donc c'est vraiment un montant énorme qui a été investi dans le changement climatique. Nous avons besoin de considérer vraiment le bassin méditerranéen comme un lieu essentiel du changement climatique. La température monte vraiment beaucoup plus vite qu'ailleurs sur la planète. Nous attendons d'avoir une augmentation du niveau de la mer dans 80 ans si nous ne faisons rien. Il y a des risques physiques, bien évidemment, des impacts dans le secteur économique, des impacts dans le secteur agricole.
Donc nous voulons vraiment être engagés dans la promotion d'initiatives par rapport à nos clients. Notre idée, c'est vraiment d'avoir une approche durable. Par exemple, nous élargissons nos produits, nous changeons notre manière d'approcher les clients, d'offrir nos services. Dans le cas de l'Égypte, nous donnons beaucoup d'importance à l'agriculture, par exemple. Et cela est lié vraiment aux aspects sociaux et environnementaux. Merci beaucoup, Alice. Parce que c'est une économie immatérielle, donc c'est difficile d'avoir les chiffres exacts, sont actifs dans la Méditerranée, dans le domaine de l'agriculture, avec la difficulté que vous connaissez d'accès aux ressources en eau, mais aussi technologique, à tout ce qui justement leur permettrait d'avoir des revenus plus importants et de mieux nourrir leur famille et autres. Et donc, moi, je voudrais vraiment remercier beaucoup Blanca d'être venue parce que elle fait un travail énorme, non seulement pour repérer ce qu'il faut faire dans le domaine de l'empowerment des femmes en matière économique, mais aussi vous faites. Et donc, Blanca Morena Dodson est la directrice du Centre pour Mediterranean Inclusion, qui est un des offices des Nations Unies. Et vraiment, voilà, je voudrais vous savoir quelle est la situation dans ces pays de la Méditerranée et qu'est-ce que vous faites pour cet empowerment des femmes sur le terrain, vraiment, je dirais au niveau le plus essentiel. Là, on voit les conséquences directes le soir quand il faut nourrir ses enfants. Merci d'abord, Madame. Ça marche? Je ne sais pas. Oui, merci beaucoup. Je suis vraiment honorée d'être dans ce panel et d'être parmi vous. Je remercie d'abord Mme Corazza, chère Chiara, et les autorités locales et régionales et de l'université, Madame la Princesse. Vraiment, c'est un honneur. Je partage la plupart des principes, d'idées qui ont été déjà exposés, donc je ne vais pas répéter, je vais seulement essayer de répondre à votre question. Il a déjà été dit qu'une économie ne peut pas se développer tant qu'il y a inégalité de genre. Ça s'est montré avec des chiffres dans le monde entier. Mais le bien-être que les femmes, l'inclusion des femmes peut apporter à la société, ça ne se mesure pas avec les PIB, ça va au-delà. Parce que le rôle des femmes dans la société non pas seulement affecte le bonheur des enfants, mais il faut aussi voir les femmes en tant que leaders au niveau social et au niveau politique pour trouver les solutions. Alors, pour le point spécifique du changement climatique, le problème, c'est qu'on n'a pas assez de données. Parce qu'on n'a pas investi assez pour savoir comment le changement climatique va affecter de façon différente les femmes par rapport aux hommes. Et s'il y a déjà des disparités à tous les niveaux, avec les changements climatiques, comme on a déjà dit, 20% plus que le reste du monde, ces disparités vont augmenter, sauf si on fait quelque chose. Alors pour faire quelque chose, il faut chiffrer. Alors la première chose qu'il faut faire, c'est analyser mieux quels seraient les impacts attendus du changement climatique au niveau des femmes. C'est pour ça que le Centre pour l'intégration de la Méditerranée, que j'ai l'honneur de diriger, est très ravi de travailler avec l'Union pour la Méditerranée et avec les autres partenaires, donc la Banque mondiale qui nous a créés pour commencer il y a 12 ans, et toutes les autres agences des Nations Unies pour renforcer la base de données pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Ensuite, une fois qu'on aura assez de données, je pense que ça n'a pas encore été dit, il faut aussi changer beaucoup de lois et beaucoup de réglementations. Parce que sur le principe, on est tous d'accord. Je pense que même au niveau des secteurs privés, les banques d'investissement, les politiciens commencent à être beaucoup plus sensibilisés qu'il y a un manque à gagner et que c'est pas accepté ni sur le plan économique ni sur le plan social, mais encore les lois et les régulations sont dépassées. Les femmes n'ont pas le droit à la terre, n'ont pas le droit à hériter dans quelques pays. C'est beaucoup plus difficile d'obtenir un crédit. Si on ne change pas les réglementations, ça se restera sur des paroles. Donc, il faut agir de façon conjointe. C'est pour ça que des fois comme ça nous donne beaucoup plus de force
pour changer les choses au niveau pratique, au niveau des recommandations pour protéger les femmes de ces effets des changements climatiques. Alors, qu'est-ce que nous on fait concrètement? On fait beaucoup de choses, mais je vais mentionner quelques-unes. Nous avons organisé il y a un an ou deux un forum, c'était une compétition de start-up féminines avec la Banque mondiale. C'était que des idées innovatrices pour combattre justement le changement climatique. Il ne faut pas voir les femmes comme étant vulnérables, il faut les voir comme des agents de changement et d'innovation. Il y a beaucoup de femmes ingénieurs, entrepreneurs, activistes, professionnels de l'eau, par exemple, qui ont décidé, qui viennent de finir des doctorats et qui veulent mettre en place leur idée. Alors, nous avons fait un hackathon et nous avons incubé 3 startups sur le domaine de l'eau. Et maintenant, on les aide à grandir. On va répéter le même processus. Et on se rend compte qu'il y a un capital humain énorme. Parce que les femmes, et je finirai peut-être par dire qu'il y a beaucoup de ces femmes. Par exemple, une des entrepreneuses qui a lancé la start-up qui a gagné, elle, sa mère, sa grand-mère, par tradition, en Palestine, on était toujours chargé de la gestion de l'eau. Et l'eau, c'est la vie. Et pourquoi? Ils se sont retrouvés à gérer l'eau parce que les hommes pensaient que c'était pas aussi important que ça, alors qu'à travers la gestion de l'eau, ils ont eu un impact énorme sur la société parce que c'était là où ils ramassaient de l'eau, qu'elles rencontraient les amis, elles parlaient de beaucoup de choses qui affectaient la société. Et ces femmes ont hérité cette tradition de la gestion de l'eau et maintenant, elles sont ingénieurs et elles créent des entreprises avec des solutions innovatrices pour gérer la gestion de l'eau parce qu'encore la sécheresse force déjà. Il ne faut pas oublier, l'impact du changement climatique n'est pas égal. Les secteurs ruraux, les îles, il y a des zones très vulnérables. Donc, encore une source de disparité en Méditerranée. Et ces zones, ces villages où il y a 40% de femmes en agriculture qui souffrent, qui sont forcées, qui perdent leur source de revenus, il faut les appuyer. Donc, c'est vraiment ciblé. C'est des actions ciblées et comme on a déjà dit, il faut un budget. Et pour avoir le budget qui soit ciblé vers les actions, il faut avoir des données. Donc, on revient encore aux données et je suis ravie de continuer avec vous, avec toutes ces actions qui ont été suggérées pour renforcer la base de données et les actions. Allez les femmes. Merci. Merci Blanca. Alors, Bruno Cavagné me rappelle exactement ce que dit Blanca, donc les femmes pas victimes du changement climatique, mais actrices qui prennent en main les choses. Et Bruno Cavagné me rappelle très justement que nous avons en France depuis maintenant, aujourd'hui, le deuxième a été nommé. Nous avons 2 femmes à la tête des 2 champions mondiaux de traitement de l'eau et ce qu'on appelle en bon français les utilities, qui sont Catherine McGregor et Estelle Braclekoff, et qui effectivement sont 2 femmes remarquables et qui sont pas là parce qu'elles sont des femmes. C'est des femmes parce qu'elles ont le talent, comme les hommes. Quand on construit un pont, on regarde pas si c'est une femme ou un homme, on prend le meilleur ingénieur. Quand on veut diriger une transition écologique ou une transition énergétique, et c'est pour ça que je vais me tourner vers la spécialiste de l'eau, last but not least, ça arrive au moment où on a bien dit que l'eau était la source de tout, de la vie, la plus essentielle. Et donc, on est vraiment très, très heureux que vous veniez nous expliquer votre expérience locale, mais qui pourtant est une best practice internationale, parce que vous rayonnez au-delà de la région Occitanie, pour comment bien gérer l'eau, comment bien la distribuer, comment faire en sorte que ce bien précieux soit utilisé le mieux possible. Alors, c'est Anne-Emmanuelle Rousseau que nous avons donc le plaisir d'accueillir et qui donc représente aussi très bien tout ce territoire et ce que vous y faites, qui est la directrice juridique et responsabilité sociale du groupe BRL, qui est effectivement très actif ici, mais vous allez nous expliquer ce que vous faites, quelles sont vos best practices et ce que vous pensez être la meilleure façon aussi d'inclure les femmes, comme vous faites déjà très bien dans votre groupe. Merci Chiara. Je ne sais pas si le micro fonctionne, oui. Merci Chiara, merci à toutes et tous d'être là aujourd'hui pour ce très très bel événement des femmes pour le futur et le futur particulièrement de la Méditerranée. Le groupe BRL, donc, c'est un groupe territorial local. C'est une société d'économie mixte, un des outils de la région Occitanie en matière de transition écologique et plus particulièrement, effectivement, d'aménagement hydraulique.
La vocation du groupe, c'est de porter sur le territoire de l'Occitanie au départ et puis plus largement en France et à l'international des projets d'aménagement territoriaux pour un monde plus durable et plus écologique. Nous intervenons également donc à l'international, particulièrement en Méditerranée, et je voudrais partager avec vous aujourd'hui 2 exemples de projets qui, à mon avis, font particulièrement écho à ce que l'on entend depuis ce matin. Le premier projet, c'est le plan national directeur de la réutilisation des eaux usées que nous avons fait pour la Tunisie. Donc ça, la réutilisation des eaux usées, c'est un vrai sujet pour les personnes qui s'intéressent à l'eau. C'est un sujet dont on entend de plus en plus parler, qui est en plein développement. Et la Tunisie a engagé un plan national hydrique à horizon 2050 extrêmement ambitieux, sur lequel donc nous sommes modestement intervenus sur cette partie de réutilisation des eaux usées. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les rejets des eaux usées de Tunisie, c'est 300 millions de mètres cubes, donc 300 millions de mètres cubes rejetés et à traiter, et que ces 300 millions de mètres cubes représentent aujourd'hui, sont traités à hauteur de 8%. À l'horizon 2050, ce sera 600 millions de mètres cubes. Donc on voit qu'il y a un potentiel très fort et très important à s'intéresser à ces rejets de traitement et à pouvoir en faire quelque chose. Donc l'idée de la Tunisie, c'est à l'horizon 2050 de traiter quasi 100% de ces rejets pour une utilisation, oui, c'est très très ambitieux effectivement, pour une utilisation essentiellement pour recharger les nappes phréatiques, une utilisation également à vocation d'irrigation, et enfin, une utilisation à vocation touristique, plutôt autour de l'arrosage des espaces verts. Donc ça, c'est un projet dont nous sommes, sur lequel nous sommes très très fiers d'avoir pu intervenir et pu participer. Et un deuxième projet que je voulais partager également avec vous, c'est un projet que nous avons conduit en Palestine sur le schéma directeur des eaux usées et pluviales, de traitement des eaux usées et pluviales de Bethléem. Donc là, c'est 120 000 habitants qui sont concernés par ce projet qui porte sur la proposition de travaux de réhabilitation de stations de traitement d'eau pluviale, de stations de traitement d'eau usée, également de la création de bassins de rétention pluviale, de nouvelles stations également de traitement. 120 000 personnes sur le territoire de Bethléem, dont une partie qui sont en camp de réfugiés. Donc on voit tout de suite tout l'intérêt, toute l'importance également que prend ce projet pour le territoire de Palestine. Plus globalement, si on parle de pragmatisme, est-ce que le pragmatisme n'est pas tout d'abord la capacité, en fait, à s'adapter aux contraintes des réalités du quotidien? Est-ce qu'on ne peut pas également voir le pragmatisme comme étant mettre l'intelligence d'abord au service de l'action et pas simplement au service de la pensée pure? Si on retient ces 2 éléments-là, on voit tout de suite le lien avec une assignation millénaire qui a pu être faite aux femmes d'être pragmatiques dans leurs actions. Assignation millénaire parce que les femmes sont depuis toujours confrontées à la nécessité de pouvoir allier et de devoir concilier une multitude finalement d'activités dans leur quotidien. Donc que ça soit la gestion de la famille dont on parle très fréquemment, mais également aujourd'hui la gestion de leurs activités économiques, qu'elles soient professionnelles, qu'elles soient agricoles, c'est une activité professionnelle bien sûr, mais qui parfois dans certains territoires ne l'auraient pas reconnue comme une activité professionnelle. Aujourd'hui, ce sont les engagements politiques, les engagements associatifs. Cette multitude d'activités auxquelles sont confrontées les femmes les amène bien évidemment à devoir agir de façon extrêmement efficace et concrète. On voit également que les femmes sont aujourd'hui des actrices essentielles, ça a été dit par plusieurs intervenants et intervenantes déjà, elles sont des actrices absolument essentielles, indispensables du développement économique, mais elles peuvent également parfois être victimes. D'où l'importance effectivement de pouvoir prendre en compte leurs paroles et on voit que cela les conduit forcément à la recherche de solutions concrètes et efficaces.
En matière d'écologie plus particulièrement, l'action pragmatique s'impose de façon urgente à nous, et notamment sur nos territoires méditerranéens. Les territoires méditerranéens qui sont des hotspots, si j'ose m'exprimer ainsi, des hotspots du dérèglement climatique, puisque la variété de nos territoires fait que, avec des territoires qui sont à la fois maritimes, qui sont également montagneux, et l'on voit la violence des événements climatiques auxquels nous pouvons être confrontés. C'est le sens de l'action de notre présidente de région Occitanie, Carole Delga, qu'elle a extrêmement bien présenté et rappelé tout à l'heure, sur ces questions de transition écologique, et son engagement n'est absolument plus à démontrer, comme par exemple la mise en place du nouveau plan régional de l'eau qui est en cours d'élaboration, avec la vocation de sécuriser le plus possible la ressource en eau en Occitanie, de façon tant quantitative que qualitative. Alors les femmes... comment agir dans tout cela? Que doivent-elles faire? Comment utiliser, je dirais, cette expérience du pragmatisme qui est la leur? Eh bien, je pense qu'aujourd'hui, pour arriver à prendre et à conserver leur place dans un monde qui est construit par les hommes et souvent pour les hommes, ce qu'on peut appeler un monde androcentré quelque part, je pense qu'elles doivent oser. Elles doivent oser agir, elles doivent oser demander, elles doivent oser refuser, elles doivent oser aussi parfois dénoncer. Donc je pense que vraiment, c'est en osant, c'est en agissant, et on le voit, toutes les femmes qui sont présentes aujourd'hui parmi nous et qui vont intervenir tout au long de cette journée sont des femmes d'action, sont des femmes actives, des femmes d'action. Et on voit effectivement que c'est bien en osant accepter ces nouveaux challenges qu'elles arrivent effectivement à faire bouger les choses de façon efficace. Si on nous propose de vivre une expérience exceptionnelle, extraordinaire, dont on a toujours rêvé, je ne sais pas, monter par exemple dans le plus beau voilier du monde, on ne va pas demander « oui, mais à quelle place ?» Je pense que on va toutes et tous accepter d'emblée cette expérience extraordinaire, et c'est bien normal. Donc ça aussi, c'est oser. C'est effectivement avoir cette conscience que pour parvenir à changer le cours des choses, il est indispensable d'oser innover, d'oser décaler les initiatives, mais peut-être et surtout avant tout, d'oser voir les réalités en face. Je vous remercie. Merci Anne-Emmanuelle, merci beaucoup. Et c'est vrai que le pragmatisme des femmes, vous l'avez bien souligné, est un atout pour cette lutte contre le changement climatique. Alors je vois avec tristesse que notre temps est écoulé depuis longtemps, mais je ne peux pas me priver de vous poser une dernière question. J'en avais plein que je voulais vous poser, mais on n'a pas le temps. Il faut qu'on donne l'exemple de des femmes rigoureuses et pragmatiques. Donc, je voudrais peut-être juste revenir sur un enjeu important. Nous avons la COP 27 qui va se tenir en Égypte au mois d'octobre. Nous avons en ce moment à Lisbonne une grande réunion des grands de la planète sur les océans. Tout le monde a bien compris le rôle que les femmes jouent là-dedans. Vous, autour de la table, if you just had to say what would be for you the roadmap. Quel serait pour vous le programme à tenir pour les femmes en Méditerranée pour avoir un réel impact dans le changement climatique? Quelle serait votre proposition? Je vais poser la même question à vous tous et vous toutes. Qu'est-ce qui est nécessaire selon vous? Merci. Je pense qu'on a besoin de combiner les aspects sociaux et environnementaux pour permettre de créer un réel effet sur la transition économique. La COP 27 va se concentrer sur les aspects sociaux et environnementaux et nous allons donc dans ce sens travailler vraiment sur l'inclusion. C'est vraiment la première étape que nous devons approcher. Il y a eu un engagement très fort l'année dernière, la parité dans la gouvernance. Si vous voulez que les femmes soient présentes au stade de négociation, il faut faire en sorte que ça se passe. Je dirais que nous avons besoin de
travailler sur un partenariat entre les institutions, le secteur public, le gouvernement, les entreprises privées, également la société, ce qui comprend les organisations non gouvernementales, le public. Nous sommes tous responsables. Les femmes doivent être dans tous ces groupes, dans la politique, dans le secteur privé. Et nous devons également laisser la jeunesse parler parce que c'est notre futur. Bruno ? Finalement très optimiste sur ce qui est en train de se passer, sur la transition écologique. On voit que, je le disais tout à l'heure, le monde change. Les jeunes sont un formidable moteur pour nous pousser. Quand on fait beaucoup le Tour de France, ils sont très allons sur la transition écologique. Quand je vois toutes ces femmes ici aussi, je me dis, vous êtes tous des femmes engagées. Et ça va évoluer, et je pense que ça va évoluer vite si on a tous une volonté collective de faire, en partenariat, en trouvant des financements, parce que c'est quand même la clé, on n'a pas eu trop, on en parlait un petit peu, mais c'est la clé de la réussite, la volonté, le financement, et je pense que si on partage tous cette ambition, on va y arriver, et les femmes vont trouver la place dans la société qu'elles auraient toujours dû avoir. Anna. Oui, merci. Je vais être un peu plus spécifique. Dans 4 mois, il y aura la COP 27 à Sharm el-Sheikh en Égypte. L'Union pour la Méditerranée, avec d'autres partenaires, et Blanca le sait bien, est en train de mettre en place un pavillon pour la Méditerranée. Donc, il y aura plus de 10 organisations qui vont co-gérer cet espace et on va donner espace dans tous les événements et dans tous les ateliers, tous les panels, à la dimension genre. Il y en aura certains qui seront spécifiques sur la question genre, sur la question financement. L'autre, ça sera justement sur l'inclusion des jeunes et des femmes dans la formulation des plans nationaux pour les changements climatiques, qui sont un peu disons, les guides pour tout ce qu'est la mise en place de ces politiques. Donc l'idée pour nous, c'est que dans les prochains COP, la question des femmes soit au centre, pas seulement en tant que groupe cible spécifique, mais en tant que question transversale. On va parler d'économie bleue, on va parler d'économie verte, on va parler d'eau, mais on va parler aussi d'éducation et de recherche liée au changement climatique. Donc, tout ça, pour nous, c'est important pour mettre les femmes au centre de la prochaine COP27. Bravo. Anne-Emmanuelle, à part oser, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, un seul mot, solidarité. Solidarité entre les femmes et les hommes, solidarité des femmes entre elles, solidarité entre nos territoires méditerranéens, solidarité entre nos populations. Voilà. Merci beaucoup. Je voudrais vraiment que vous applaudissiez ce formidable panel. On a appris beaucoup de choses, on a des belles lignées d'action. Et moi, je voudrais en ajouter une personnelle à laquelle je crois beaucoup et qui peut être une piste de réflexion. Si on veut attirer plus de filles et de femmes dans ce qu'on appelle les métiers du futur, là, elles peuvent vraiment transformer les choses. Si on leur dit qu'elles font une éducation scientifique, mathématique, d'ingénierie et autres, parce que ça leur permettra de lutter contre le climat climatique, je peux vous dire que c'est un attracteur extrêmement fort, parce que les filles ont envie de contribuer vraiment à lutter efficacement, et que si on leur dit que les moyens pour le faire, c'est d'avoir l'éducation nécessaire pour, je vous assure que ça marchera. Donc, donnons-nous aussi cette perspective de faire en sorte que les femmes soient non seulement les victimes, on n'en veut plus, on veut qu'elles soient là, aux tables de négociation, on veut qu'elles soient là où elles mettent en œuvre les stratégies, et elles pensent les stratégies pour lutter vraiment contre cet enjeu essentiel qui est le changement climatique. Un grand merci à vous toutes et à vous tous. Merci beaucoup.